passer maintenant au résultat. C'est ça, c'est ça. Résultat du PSD 2016-2020. C'est ça. Voilà. Bon, le bilan du PSD 2016-2020, il est le suivant. On a démarré bien sûr en 2016 et on a clôturé en 2020. Mais à la clôture en 2020, comme je vous disais tout à l'heure, le PSC, c'est une vision, des axes stratégiques, des objectifs stratégiques et surtout une matrice d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs stratégiques-là. Et ces actions étaient au nombre de 680 et quelques, si ma mémoire est bonne. Près de 680 tâches qui étaient donc détectées pour pouvoir mettre en œuvre donc, le PSD. Et à la clôture, donc en fin 2020, le taux d'exécution était donc de 97%. Avouez que c'est une performance exceptionnelle parce que nous-mêmes, dans nos projections, quand on démarrait, on était à une valeur cible de à peu près 80, on se disait qu'à 80-85%, c'était déjà une valeur cible acceptable. Mais or, on est allé au-delà de cette valeur et on a pu réaliser donc 97%. Ça veut dire que la plupart des projets de réforme, de toutes ces grandes réformes-là, les 18 réformes, sont arrivés à terme, ont été achevés entièrement, à l'exception peut-être d'une ou deux réformes. On peut peut-être revenir là-dessus. Vous pouvez citer, je vais dire... quelques réformes. Bon, dans le domaine opérationnel, il y avait des réformes comptables. Les réformes comptables, déjà à l'époque, il y avait les directives UEMOA, il fallait les mettre en œuvre. Donc, on a transformé en réforme. Et il y avait aussi le secteur de l'appareil public, où il y avait la comptabilité. Parce que Aster n'a fait que moderniser la comptabilité de l'État. Mais pour ce qui concerne, au début, pour ce qui concerne le secteur de l'appareil public, c'était encore un peu en retard. Et donc, ça fait l'objet donc de choix de réforme dans le cadre du PSD 2016-2020. Donc, on a créé le CIGCOD, CIGPN, qui visait donc à moderniser la gestion comptable et financière et des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux. Ensuite, après donc ces grandes réformes, il y a eu aussi dans le domaine de la gestion de la trésorerie le CUT, le compte unique du Trésor, qui a été repris donc par le PSD 2016-2020 et jusqu'à son opérationnalisation. Dans le domaine de la modernisation par l'éthique, il y a eu aussi beaucoup de réformes qui sont contenues donc dans le PSD 2016-2020 et à terme aussi de digitalisation. Bon, là, vous le savez, la digitalisation de la relation clientèle avec Baobab, la digitalisation du recouvrement et du paiement avec Trésor Pay, Trésor Monnaie, la digitalisation même de la banque du Trésor, aujourd'hui qui fonctionne pratiquement comme une banque privée. Donc, tous les outils digitaux sont sur place. Donc, voilà un peu, et surtout les réformes sociales. Il y a eu beaucoup de réformes sociales qui sont allées jusqu'au bout, jusqu'à terme. Trésor, Resto Trésor, la CRAT, la caisse de retraite complémentaire, le logement du personnel qui a été construit, etc. Donc beaucoup de réformes sociales également. Des réformes aussi en matière même de formation. Le programme de formation de l'ENA a été revu, etc. Donc vraiment, il y avait beaucoup de réformes. Et je parlais tout à l'heure même du système d'évaluation des performances du personnel, qui a été mis aussi sur pied dans le cadre donc, de ce PSD-là. Donc il y avait vraiment beaucoup de réformes. Et toutes ces réformes sont allées jusqu'au bout. Elles ont été conduites à terme. D'accord. Voilà. Donc on ne peut pas faire une révolution sans qu'il y ait des difficultés. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y a quelques réformes qui n'ont pas pu aboutir. Oui, c'est ça. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer justement dans l'opérationnalisation de ces réformes? OK. Bon, il y a eu deux réformes qui n'ont pas pu
aboutir pour des questions de financement. Le data center, on n'a pas pu, parce que vous savez que le data center, il fallait trouver déjà un bâtiment pour le loger. C'est de grosses machines, c'est de gros serveurs. En plus, ces serveurs, il fallait les acheter. Donc, on n'a pas trouvé de financement. Ça conduit à un retard d'exécution. Ensuite, il y a le SIC, le système comptable qu'il fallait reformer. Parce que depuis la réforme de ASTER, ça date déjà de 2000. Et là, on est en 2016. Donc, ça faisait 16 ans pratiquement que ASTER était en cours. 16 ans, c'est beaucoup pour un système comptable. Un système comptable, normalement, tous les 5 ans, tous les 6 ans, il faut le reformer. Donc, on avait entrepris de reformer donc ASTER, mais là aussi, on n'a pas trouvé le financement nécessaire. Donc, voilà les deux grosses réformes qui n'ont pas trouvé de financement et qui, je pense, sont actuellement en cours. Maintenant, autre difficulté qui a été rencontrée, c'est la question de la résistance au changement. Pour adresser cette question, nous avons fait des plans d'accompagnement du personnel. Bon, mais par moment, on a rencontré quelques difficultés et ici et là, des résistances se sont signalées, mais très rapidement, on a pris le taureau par les cornes et les problèmes sont rentrés dans l'ordre. Ça a été réglé. Après, il y a des questions d'ordre institutionnel aussi qui ont été rencontrées. Il a été demandé au Trésor public pour l'aspect opérationnel de mettre en place une comptabilité matière. Bon, pour mettre en place une comptabilité matière, il faut connaître la situation du patrimoine de l'État. Or là, le Trésor n'a pas la main sur ce volet, c'est la direction du patrimoine ou bien la SOGEPIE dont le Trésor public était soumis à ces administrations parce que le Trésor n'avait pas le lead là-dessus. Ensuite, un certain nombre d'autres réformes comme ça, par exemple pour ce qui concerne le contrôle interne et la maîtrise des risques, vous savez que c'est un dispositif qui se déploie dans un cadre juridique, dans un cadre institutionnel bien précis. Bon, là, le cadre juridique n'existe pas jusqu'à présent, très clairement, même si dans la LOLF, on effleure un peu la question du contrôle interne, mais il n'existe pas un cadre juridique, encore en Côte d'Ivoire, spécifique au contrôle interne comme cela existe ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, vous avez la SOX Act, qui est la loi fédérale américaine qui rend même obligatoire le contrôle interne à toutes les entreprises cotées au Nasdaq. En France aussi, vous avez la LSF, la loi sur la sécurité financière, qui trace le cadre juridique donc, du contrôle interne. Et autre chose aussi concernant le contrôle interne, c'est que jusqu'ici, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore de référentiel de contrôle interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui veulent déployer le contrôle interne, chacun va aller dans son sens, etc. Alors que dans les pays comme les États-Unis, comme la France, etc., là où on a déployé le contrôle interne, il a fallu créer d'abord un référentiel de contrôle interne. Aux États-Unis, vous avez le COSO. En France, vous avez l'AMF. Au Canada, vous avez le COCO. En Angleterre, vous avez le Turnbell, etc. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore un référentiel de contrôle interne. Lorsque le Trésor même a été confronté à cette difficulté, mais il fallait quand même y aller, nous avons dû nous rabattre sur le référentiel américain, qui est le COSO, qui très clairement, avec ses 5 composantes et tout, nous a quand même permis de déployer donc, notre dispositif, de le concevoir et de le déployer, le dispositif de contrôle interne. Donc voilà en gros les difficultés auxquelles nous avons été rencontrés. Mais la plupart de ces difficultés ont été surmontées parce qu'il y avait derrière une forte volonté de la direction générale d'aller de l'avant. D'accord. Après le succès du PSD 2016-2020, il y a eu le PSD 2021-2025 qui avait pour ambition de maintenir un niveau de performance soutenu pour un trésor public en marche vers l'excellence. Ouais. Pouvez-vous nous dire tout juste voilà, quelques mots relativement à cela? Parce que, comme on le dit, ces PSD ont permis, je veux dire,
à l'État de Côte d'Ivoire, en fait, quand je parle de l'État de Côte d'Ivoire, je parle du trésor public, on parle de la contribution du trésor public je veux dire, au niveau de l'optimisation des ressources. Vous n'êtes pas, ça c'est dans le cadre opérationnel, mais vous pouvez quand même nous dire un petit mot là-dessus. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que le PSD, le principe qu'on a adopté ici, c'est de le concevoir pour 4 ans. Tous les 4 ans, il y a un PSD. Donc 2016-2020, c'est de ça que je viens de parler, en long et en large. Et juste après, il y a eu un PSD 2021-2025. Bon, et ce PSD, autant le premier PSD était articulé autour donc, de la performance, le deuxième PSD 2021 donc 2025 est articulé autour donc de l'excellence. C'est l'étape supérieure donc de la performance. Donc c'est une continuité du management stratégique. La plupart des problèmes qui n'ont pas été résolus dans le cadre du PSD 2017-2020 se sont retrouvés pour une question de continuité dans le nouveau PSD dédié donc à l'excellence et ainsi de suite. Donc peut-être que quand il faudra faire le bilan du PSD 2021-2025, vous aurez peut-être toutes les questions plus précises, enfin les réponses plus précises à votre question. Voilà, c'est ça. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'on ne peut pas... Bon, je vous préviens aussi que je suis parti à la retraite en 2022-2023. Donc, voilà, je n'étais plus en activité, donc il est difficile pour moi de répondre à des questions pendant que j'étais déjà parti. Voilà. Okay. En fait, on ne peut pas entreprendre de grandes réformes sans avoir, je veux dire, des moyens financiers pour accompagner ces réformes-là. Et nous savons, nous qui sommes, je veux dire, en back-office, nous savons combien, je veux dire, c'était aussi il y avait un problème d'inadéquation entre, je veux dire, l'ambition de faire du trésor public une administration performante et les moyens qui devaient soutenir, que ce soit surtout les moyens financiers qui devaient soutenir cela. Donc, en fait, nous voudrions, puisqu'on ne peut pas célébrer les 60 ans d'une administration sans pouvoir faire un diagnostic de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'il faut. Donc nous souhaiterions que vous, en tant que, je veux dire, un des pionniers du trésor public, je veux dire, faire des suggestions. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Parce que le trésor public travaille pour l'État du Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, quand le trésor public va mieux, le trésor public performant, c'est l'État qui gagne. Oui, bien sûr. Voilà, donc sincèrement, au terme, je vais dire, de notre entrevue, nous vous demandons de pouvoir, je veux dire, faire des suggestions dans ce sens-là. Okay. Justement. C'est-à-dire, concernant le PSD 2016-2020, la plupart des grandes réformes ont trouvé leur financement dans le budget de l'État. La plupart des grandes réformes dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, à l'exception bien sûr de quelques-unes. Mais ce qui a été véritablement le facteur de succès de ce PSD, c'est le fort engagement de la direction générale. Ça, on ne le souligne pas assez. Et je pense que quand on n'a pas assez de moyens, il faut avoir les idées. Et quand une direction générale s'engage de la manière la plus forte, comme ça a été le cas le PSD 2016-2020, je pense que ça a été le principal facteur de succès. Le DG, les DGA, les conseillers techniques, l'ensemble du personnel d'encadrement était fortement engagé dans ce PSD-là, de sorte que sa réalisation a été très facile. Il y avait toujours des chemins de contournement. Là où on n'avait pas de financement, on trouvait un chemin de contournement et on avançait. Donc quand on n'a pas d'idée,
Quand on n'a pas de moyens, il faut avoir des idées. Et je crois que c'est cette politique que nous avons appliquée. Et le deuxième facteur de succès, ça a été la forte mobilisation du personnel autour donc de la réussite du PSD. Et surtout leur expertise. Leur expertise. La plupart des projets ont été réalisés par le personnel du Trésor public. Même lorsque c'était des projets pour lesquels il n'y avait pas de compétences sur place, les gens se sont formés et ils ont réalisé le projet sur place. Donc ça, c'était vraiment à saluer. Et je pense qu'avec cette volonté-là, même sans grands moyens, on peut réaliser, à faire beaucoup de choses. Et ça a été vraiment le cas. Voilà. Ok, nous sommes au terme de notre entretien. Avant votre mot de fin, j'avais dit, quel meilleur souvenir vous gardez du Trésor public? Cette administration dans laquelle vous avez passé la plupart du temps de votre carrière, quel meilleur souvenir vous gardez du Trésor? Je dirais que c'est peut-être la culture d'entreprise. Nous avons une culture d'entreprise qui est très remarquable au Trésor public, qui fait en sorte que le Trésor est une famille. C'est très important parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises, que ce soit ici ou ailleurs, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, je veux dire, où on n'a pas cet état d'esprit-là. Le Trésor public, lorsqu'il y a des cérémonies de réjouissance, tout le monde est là. Lorsqu'un agent est touché par une détresse ou bien une difficulté, tout le monde est là autour de lui. Et je pense que ça, cet esprit est formidable, c'est remarquable, il faut le garder. Ça marque. Même à la retraite. Aujourd'hui, nous sommes à la retraite, mais on continue de bénéficier du soutien, de l'assistance de nos collègues de la direction en tant que retraités. Et ça, c'est aussi quelque chose de très remarquable parce qu'il y a un philosophe qui a dit que si vous voulez vous rendre compte que quelqu'un vous accorde de l'importance, il faut regarder le moment où vous n'êtes plus utile à la personne. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui à la retraite, mais on continue de bénéficier de l'assistance du Trésor. Récemment, vous avez vu ce que le directeur général a décidé comme grande réforme pour les retraités. Désormais, les retraités sont couverts par l'assurance risque maladie au même titre que tous les agents du Trésor. Je crois que ça, c'est formidable, c'est à saluer. Et c'est au Trésor qu'on peut rencontrer ce genre d'initiatives. Voilà. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je suis parti du Trésor vraiment le cœur léger et comme un fonctionnaire qui est heureux. Voilà, un fonctionnaire heureux. Heureux d'avoir travaillé dans cette grande administration, heureux d'y avoir fait toutes mes armes pratiquement, heureux d'avoir connu des hommes et des femmes vraiment exceptionnels. Je crois que c'est ça mon mot de fin. Et que tout ce que je peux souhaiter pour le Trésor public, c'est qu'il continue sur sa lancée. C'est une administration qui aujourd'hui est vraiment moderne. Moderne, quand je le dis, ce n'est pas des mots en l'air. C'est une administration aussi performante, comme nous l'avons souhaité. Parce que ce qui s'est fait au Trésor ici, c'est ce qu'il y a de mieux et qui s'est fait selon les standards internationaux. Vous arrivez aujourd'hui, que ce soit dans le management en France, aux États-Unis ou ailleurs, c'est les mêmes outils que nous utilisons aujourd'hui, que ce soit même au privé. Nous avons pratiquement importé tous les outils de gestion moderne du privé et ça existe aujourd'hui au Trésor. Je vous parlais tout à l'heure
maîtrise des risques. Aujourd'hui, le Trésor public, c'est une administration avec 500 postes comptables, mais on a restructuré tous ces postes comptables autour de 18 processus. Et tous ces 18 processus, tous les risques sont identifiés et couverts. En termes de modernisation, c'est quelque chose de formidable. Avec en plus les 3 lignes de défense. Dans le management moderne, on parle de 3 lignes de défense. Au Trésor public, on a aujourd'hui développé et déployé ces 3 lignes de défense. Ce qui prouve que l'entreprise est de très bonnes mains. La première ligne de défense, c'est le contrôle opéré par les opérationnels. Et ça se fait très bien à partir des outils que j'ai donnés tout à l'heure, que j'ai indiqués tout à l'heure. La deuxième ligne de défense, c'est le contrôle de la supervision, de la hiérarchie. Et ça se passe aussi très très bien. Les supérieurs hiérarchiques aujourd'hui exercent véritablement un contrôle sur tous ceux qui sont au front office. Et la troisième ligne de défense, c'est l'audit interne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux en termes d'organisation d'une administration? En tout cas, le Trésor public a tout prévu. Vous avez tellement de potentiel. Et vous êtes à la retraite. Ouais. Ne vous est-il pas arrivé une fois de penser, je veux dire, mettre en place une sorte d'académie pour encadrer la jeune génération? Parce que là, vous êtes, c'est comme on dit, un baobab. C'est ça. Et juste, est-ce que vous avez eu des écrits, des publications sur toute cette richesse que vous avez accumulée durant votre parcours, où vous envisagez mettre en place, je ne sais pas, un genre d'académie? Voilà. Oui, c'est-à-dire votre problème, la question que vous soulevez à plusieurs niveaux, la question de la valorisation des compétences des seniors, c'est comme ça qu'on nous appelle désormais dans le management. Bon, ça, je crois que ça relève plus de la direction générale. Et après avoir échangé donc avec le DG, je crois qu'ils ont ça en projet, de mettre vraiment à contribution les compétences des seniors, surtout en termes de formation des plus jeunes. Je crois que ça, ce sont des projets qui sont dans le pipe. Et à titre personnel aussi, bon, ici et là, lorsque nous sommes sollicités, bon, j'y vais et puis je réponds, surtout pour témoigner de l'expérience réussie du Trésor public en termes de modernisation. Ici et là, je suis souvent sollicité, j'interviens et je donne le témoignage, l'éclairage aussi, quand c'est nécessaire. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue. Je pense que la petite expérience que j'ai, à tout moment, si je suis sollicité, je la partage. Et j'apprends aussi, d'ailleurs, quand j'interviens chaque fois. Voilà. On va parler de M. Boubisawa. C'est ça. Dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui peut, je veux dire, pour qu'on puisse se souvenir de M. Boubisawa dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire ce que nous avons tous créé ici, c'est dans l'entreprise. Peut-être que ce n'est pas visible, c'est tout. Et ma carrière a beaucoup surfé sur l'innovation. Et je pense que c'est ça qui est ma fierté et ma satisfaction. Lorsque j'ai été affecté à l'inspection, c'était en 2000, sous le ministre Dibi. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'inspection était perçue, en tout cas dans l'esprit de la majorité, comme une voie de garage. Comme une voie de garage. Et paix à son âme, avec mon ami Diarra, on a dit, bon, écoutez, on va tout faire pour relever l'image de l'inspection. On va mettre l'inspection sur un piédestal. Et quand nous avons commencé à faire les premières missions et qu'on a commencé à parler, les gens ont commencé à parler de l'inspection, etc. Mais du jour au lendemain, l'inspection est devenue un poste tellement envié que même les élèves de l'ENA, quand ils sortaient, quand on leur demandait leur premier poste d'affectation, ils demandaient à venir à l'inspection. Ça, c'est un. Donc, tu voyez. Deuxièmement, l'audit. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été l'un des pionniers en matière donc, de création de la structure d'audit. Quand on créait la structure d'audit, c'était pas du tout connu comme activité.
hein, parce qu'on avait les services de l'inspection, avec la mission, etc. Bon, mais aujourd'hui, l'audit est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et je pense que d'ici quelques années, cette structure va se bonifier. Elle va se bonifier et elle va rendre encore beaucoup plus de services au trésor public, en tout cas en termes de valeur ajoutée. Donc, ça, c'est de deux. Troisièmement, ma carrière a coïncidé aussi avec une fonction qui n'existait même pas. Lorsque le DG Assaouré m'a fait l'honneur de me désigner comme coordonnateur de la cellule des conseillers techniques, mais à l'époque, il y avait 18 conseillers techniques, c'est vrai, mais il n'y avait qu'un porte-parole. Donc, il a fallu restructurer. Et aujourd'hui, le poste donc, de coordonnateur de la cellule des conseillers techniques, où j'ai exercé comme premier coordonnateur, le poste est là. Le poste est un poste vraiment dans l'organigramme du Trésor, dans l'organisation du Trésor, qui est à un très bon niveau et qui contribue énormément au développement et à la marche du Trésor. Donc, je pense que le peu de temps que j'ai passé au Trésor, la petite expérience que j'ai eue aussi, a permis quand même d'avoir des services aujourd'hui qui sont très fonctionnels, qui marchent très bien. Donc, ça, c'est une fierté. C'est une fierté personnelle. Voilà. Bon, vous n'avez pas d'anecdote à partager avec nous. Durant 35 ans passés au Trésor, je pense que au moins vous pouvez nous donner 2 ou 3 anecdotes. Bon, les anecdotes, vous savez, ça donne souvent une idée. Et c'est la dernière idée que... Non, je préfère m'en passer. Je préfère m'en passer parce que je vais raconter une anecdote. Ça va tellement faire rire, c'est ça qui va être retenu. Et je préfère m'en passer. Anecdote en lien avec la performance. Non, je préfère m'en passer. D'accord. En tout cas, nous avons été honorés de pouvoir, je veux dire, être à l'écoute de votre témoignage en tant que pionnier au Trésor public. Et nous ne pouvons que, à notre humble niveau, vous dire merci au nom du directeur de la communication et des patrons dont le CT Bané qui nous encadre voilà, dans la réalisation de ce film documentaire. Nous avons été honorés de pouvoir, je vais dire, mener cette interview avec vous. Nous voulons vous dire infiniment merci. Nous pensons que des voix plus autorisées que les nôtres pourront vous le dire. Okay. Merci, Patrick. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité, pour votre patience aussi, parce que ça va faire plus de 30 minutes qu'on fait cette interview, mais surtout pour votre professionnalisme. En tout cas, merci beaucoup et bon vent pour la réalisation donc, de cette interview. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Okay.